Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la tour de commandement, c'est Emeric et aujourd'hui je suis avec Myker. Bonjour Myker. Salut à tous. Déjà on va en profiter pour vous souhaiter une bonne année, voilà, parce que nous on n'avait pas pu le faire encore de vive voix. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo... Bon, allez, je vais pas dire une vidéo spéciale parce que tout le monde le dit, mais c'est une vidéo qu'on n'a pas trop l'habitude de faire en tout cas. On va faire un flashback, et pas n'importe quel flashback puisque la prochaine édition se passant sur Phyrexia, on a décidé de reprendre un tout petit peu ce qui s'était passé et les cartes qui étaient importantes dans le dernier bloc Mirrodin Phyrexia. Mais avant tout ça, la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. En effet, les Phyrexians ont envahi le lore de Magic depuis des années et des années. Un des types de créatures les plus importants du multivers. La première apparition, on les a vus en 1994 dans l'édition Antiquity pour les plus vieux d'entre vous. Bon, je pense pas qu'on était très nombreux à jouer à cette époque, mais les vieux de la vieille s'en souviendront. Donc les Phyrexians, race de créatures mécaniques hybrides originaires du plan de Phyrexia, on les connaît pour leur soif de perfection et leur désir de transformer tout ce qui les entoure en une version améliorée d'eux-mêmes. La fameuse complétion qu'on a vue récemment dans les dernières éditions avec des Planeswalkers complétés. Les Phyrexians, dirigés par leur dieu qu'on connaît tous, Yawgmoth, carte qui terrorise encore le moderne maintenant, qui a lancé une guerre contre l'univers de Magic dans son entièreté dans le but de conquérir et de transformer toutes les formes de vie qu'on peut trouver en Phyrexian. Les Phyrexians, une des forces les plus puissantes de l'univers de MTG, dotées des technologies les plus exceptionnelles et d'une capacité de guérison exceptionnelle dans l'univers de Magic. Faut savoir qu'il y a plusieurs types de Phyrexians. Bon, les plus connus sont nécessairement les Praetors. On les présente plus, les Phyrexians de plus haut rang, responsables de la direction et de la stratégie dans les guerres phyrexianes. Les Myrs, les petites créatures mignonnes, là, qui nous apportent mana et artefacts sur le champ de bataille, qui sont des créatures mécaniques qui sont utilisées comme la force de travail et le soutien sur le champ de bataille des Phyrexians. Et les Infectés, qui malheureusement on commence à en connaître de plus en plus, et même des personnages iconiques du lore sont touchés par ça, donc c'est les personnes qui sont infectées par la maladie phyrexiane et qui sont infectées par l'huile. Du coup cette vidéo ne va pas être exhaustive sur l'histoire des Phyrexians et leur présence tout au sein de l'histoire de Magic, mais par contre on va faire donc un focus vachement plus important sur le bloc cicatrice de Mirrodin, afin qu'on se prépare pour la sortie de tous Phyrexians et qu'on sache un petit peu comment on en est arrivé là. Donc pour information, à l'époque, il y avait une mécanique de bloc, donc c'était des éditions qui sortaient par groupe de 3, dans lesquelles l'histoire était liée. Du coup, la première édition de ce bloc, qui était donc les cicatrices de Mirrodin, est sortie en octobre 2010. S'en est suivi Mirrodin assiégé en février 2011, et enfin la nouvelle Phyrexia en mai 2011. Dans l'édition Les cicatrices de Mirrodin, on voyait qu'il commençait à y avoir un problème d'invasion, mais très léger. C'était les Mirans, qui étaient le camp des gentils, entre guillemets, étaient contre vivaient leur vie peinard quand il commençait à voir apparaître une huile, la fameuse huile dont Myker a parlé juste avant. Et ils se demandaient ce que c'était, mais c'était pas très grave. Et il commençait à y avoir quelques signes avant-coureurs que quelque chose n'allait pas. Dans Mirrodin assiégé, c'était vraiment un camp contre l'autre. Même pendant les avant-premières, on avait le choix de choisir la faction qu'on souhaitait défendre entre les Mirans et les Phyrexians. Et enfin, la nouvelle Phyrexia, qui était le dernier bloc, et la dernière extension de ce bloc, et qui nous a montré qui étaient les grands gagnants, qui étaient au final les Phyrexians. Donc on commence par les cicatrices de Mirrodin, et on va s'attaquer vite fait aux commandants et aux planeswalkers qui étaient présents dans l'édition, sachant qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup moins de créatures légendaires, puisque le commandeur n'en était qu'à ses débuts. Donc ouais, effectivement, on ressent que c'était une édition qui a été designée avant l'explosion qu'on peut ressentir actuellement du commandeur. Faut savoir que on est au tout début des années 2010, le commandeur commence tout doucement à tâtonner, on a les premiers packs commandeurs qui vont arriver que quelques temps après, mais
vraiment l'explosion du Commander et le début de la popularité du format. On commence à le ressortir à partir de 2013-2014 où vraiment on sent que Wizard pousse le Commander. Avant c'était des tâtonnements un peu de leur part. Et là on le ressent parce qu'on a que 4 créatures légendaires présentes dans l'édition. Donc on va commencer par Ezuri, chef renégat, commandant elfe émérite, n'est-ce pas? C'était vraiment la carte que tu voulais jouer si tu voulais jouer elfe à l'époque. Même en standard, il y en a qui s'amusaient avec. Mais bon, c'était pas... Ça a un peu mal vieilli par contre maintenant, je trouve. Et ne serait-ce que parce qu'il y a l'Atril qui existe. En fait, les gens maintenant préfèrent jouer Ezuri dans les 99 plutôt qu'à la tête du deck. Puis être bloqué en mono vert avec tous les bons elfes qu'ils ont pu sortir dans d'autres couleurs, y compris le noir, c'est un peu compliqué. La seconde créature légendaire, c'est Kemba, la Car Régente, qui était un tribal chat équipement, donc c'était un peu bizarre. Ouais, effectivement, malheureusement, elle souffre un petit peu du même mal, j'ai envie de dire, que Ezuri. C'était un commandant qui était ok à l'époque, parce qu'on avait difficilement mieux, ça fonctionnait pas mal avec les équipements. En plus, les équipements étaient poussés par ces éditions, comme on le verra plus tard. Le souci avec ça, c'est que maintenant, c'est une carte qui a mal vieilli aussi. Elle rentre toujours de manière ok dans les 99, mais il y a mieux si on veut un commandant mono blanc qui joue avec les artefacts, ou sinon on poussera en Boros pour avoir des bien meilleurs commandants, quoi. Et même dans les decks chats, finalement, tu joues pas tellement de créatures, d'équipements, donc... On enchaîne de suite avec Get Seigneur du Caveau, un commandant vraiment particulier à build, mais qui peut être rigolo. Ouais, après, encore une fois, voilà, là on sent que c'est des designs qui sont un peu fatigués maintenant. Déjà le truc à intimidation qui a quasiment disparu. Du moins on en voit beaucoup moins, cette capacité qui permettait du coup à la créature de pas être bloquée, sauf parce qu'il était artefact et ou de la couleur de la carte, donc là en l'occurrence noir. Le fait de pouvoir réanimer depuis le cimetière adverse, c'était vraiment vraiment étrange. De mémoire, j'en ai peut-être vu un ou deux de ce genre de deck avec Get à la tête, mais c'est tout. Si tu veux vraiment en profiter, ça te force à meuler tes adversaires, et meuler en mono noir, c'est un peu fatigué. Donc, ouais, on sent que c'était des cartes qui étaient designées avec d'autres idées en tête et pour être jouées dans des packs de 60 cartes en multiple, quoi. Pas à la tête d'un deck comme maintenant. La créature suivante, c'était Skityrix, le dragon du fléau. Alors lui, pour le coup, on le connaît bien, je l'ai beaucoup joué, je le joue toujours. Créature infection, donc c'est la première fois qu'on voit l'infection dans le bloc, et généralement, les gens ils tirent un peu la tronche quand t'en sors. Pour le coup, mon avis sur la carte, il va être assez simple, c'est que déjà je suis très content que ça soit toi qui aies lu son nom et pas moi. Ça me facilite pas mal la tâche, mais en soi, ouais, c'est un commandant avec une mécanique qui est beaucoup aimée par les joueurs, l'infection, même si par moments ça sale un peu l'étape de jeu, ça reste une mécanique qui, j'ai l'impression, est globalement appréciée par une bonne partie des joueurs. Et en soi, c'est un commandant qui est ok dans la stratégie. C'est pas une mécanique qu'on a beaucoup revue, donc on a très peu de commandants. Et parmi les commandants infection qu'on a, ça fait partie des meilleurs, quoi. Et donc on enchaîne maintenant avec les Planeswalkers, qui sont au nombre de 3 dans l'édition. Donc encore une fois, on va pas être exhaustif sur le lore, mais chacun d'entre eux a plus ou moins un rôle sur la guerre qui va se jouer au sein de Mirrodin. La première d'entre elles est Elspeth Tyrell, un Planeswalker qui a mal vieilli, encore une fois. Ouais, elle était... Mais même à l'époque, elle était pas tant jouée que ça. Je parle même en termes de standard, c'était pas non plus la folie. Là, aujourd'hui, je pense que certains decks jetons pourraient vouloir la jouer, mais enfin... Même là, il y a mieux. En fait, si t'es en blanc jeton, tu voudrais autre chose, je pense. Je pense encore une fois qu'on en ressent le début des espaces de design des Planeswalkers. On était encore sur des Planeswalkers très sages, j'ai envie de dire. Et quand on compare à toutes les versions d'Elspeth qui ont pu suivre, il y a une Elspeth qui coûte 1 de plus et juste son plus 1 fait beaucoup mieux que le moins 2 de cette Elspeth là, donc c'est vraiment compliqué de justifier sa présence maintenant dans un pack. Après tu dis ça, mais l'année d'avant, il y avait eu... C'était World Wake, et dans World Wake, il y avait eu Jace, quoi. Le second Planeswalker, c'est un mono rouge, c'est Code du Marteau, qui était joué dans Big Red, dans les formats 60 cartes, mais qui en fait en commander est pas si génial, je trouve. Ouais, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, le souci, c'est que son plus 1, ça va activer qu'une créature, et si tu le fais gérer, tu perds ton terrain et ça n'a pas vraiment de passif en plus. Le moins, son ultimate, malheureusement, ça cible que un permanent, un joueur, une cible. Donc, en multi, on aime bien les effets symétriques qui visent tous les joueurs.
Après, il y a que son -2 qui peut être un peu intéressant, mais en soi, faut vraiment avoir beaucoup de montagnes pour justifier son -2 et ça te force à le jouer très tard. Donc le -2 peut être ok, mais je pense qu'on a mieux dans le format malheureusement. On enchaîne avec le dernier Planeswalker et une des rares cartes multicolores de l'édition, donc Venser le Séjourneur. Ouais, donc le petit Venser, bah, pour le coup c'est celui des 3 qu'on a le plus vu dans des decks jusqu'à assez récemment. Ne serait-ce que parce que bah, les jeux Blink, ça a commencé... Enfin, quand les produits Commander sont sortis, en 2013 notamment, on avait eu le deck avec Rune et Deveri. Et du coup c'était basé sur le Blink. Et donc du coup c'était vachement pratique de pouvoir récupérer ton petit Venser et de le mettre dans le deck. Après on a eu Brago, tout ce genre de choses. Donc Venser on l'a vu un certain temps. Maintenant un petit peu moins, mais ça reste encore une bonne carte. Je pense que c'est celui qu'on a plus vu tout simplement parce que c'est peut-être celui qui est le plus focus sur une stratégie. Et c'est beaucoup celui que tu arrives à lire assez facilement, à dire ok ça c'est du Blink, je le mets dans un deck Blink. Et du coup on va commencer à parler maintenant des cartes qui ont marqué le format plus ou moins. Et par couleur, on attaque avec le blanc, avec l'Archange Indomptable. En effet, l'Archange Indomptable, je pense que si vous avez joué au format il y a quelques années, vous l'aviez vu. Un peu moins maintenant, malheureusement. Mais c'est une très bonne carte de protection pour les jeux artefacts qui empêchent tous vos adversaires de cibler vos artefacts, tout simplement. Par contre, il faut faire assez attention parce que je sais de source sûre que quelqu'un au sein de la tour a eu des mauvaises expériences avec cette carte. Le linceul, c'est pas l'exproof, donc ça vous empêche aussi vous de cibler vos artefacts, donc faites attention à ça. Oui, faut savoir. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, on avait plus un truc qui s'appelait le linceul, et donc c'est un mauvais exproof. Mais à l'époque, linceul c'était cool, hein, tu voyais linceul sur un truc, tu disais ah mais c'est trop bien. Ouais, non. Et du coup, ça nous introduit aussi à une des mécaniques du bloc qu'on n'a pas expliqué, qui est l'art du métaux. Oui. L'art des métaux, c'est tout simplement à partir du moment où vous avez 3 artefacts sur le champ de bataille, toutes les capacités art des métaux s'activent. Qui reste relativement facile à déclencher. La carte suivante, c'est l'arbitre léonin, ou Cat Jesus comme on l'appelle. Regardez-le comme il est beau, il est posé. Ouais, la terreur des judges. Le wording de cette carte est absolument horrible et n'existerait plus jamais maintenant. Pour corriger ce wording, ça va être même très compliqué si on voudrait le faire maintenant. Mais en soi, c'est une très bonne carte dans les formats 60, c'est encore un petit peu joué actuellement en moderne, ça peut faire en legacy, ça fait des choses, ça empêche les fetch, ça empêche tout ça. Par contre en multi c'est quand même vachement une carte de méchant, hein, parce que vu le nombre de tutors qu'il y a dans le format, les fetch, si vous jouez ça, c'est que vous êtes quand même un petit... Bah ouais mais non, je trouve ça va, tu vois. C'est juste que on joue normalement à Magic, hein. Pas de tuto, pas de fetch, rien, tu te débrouilles. As Richard Garfield intended, quoi. La vision de Richard Garfield, c'était un arbitre léonin, c'est ça. On enchaîne avec la dernière carte qui, selon nous, dans cette édition, a marqué le format, en tout cas pour la couleur blanche, la Forgeronne de Myr. Ouais, c'est assez sympa, en fait, le fait que tu puisses, à chaque fois que tu lances un sort, pouvoir créer un jeton, c'est pas trop mal. En plus, ce qui était bien, c'est que ça coûtait 1. Donc en fait, dans les prémices en fait du Commander, quand tu voulais jouer un deck Arthos, c'était vraiment bien. Non, ouais, la Forgeronne, encore une fois, c'est une carte qui était très bonne à une époque, mais qui n'a pas si mal vieilli que ça et qui continue à rester ok, même si elle a perdu en superbe avec tout ce qu'on a maintenant. Mais ça reste une bonne carte. Moi, j'aime bien la mettre dans mes packs quand il me reste une petite place. On va passer à une des meilleures couleurs du format, le bleu, et on commence avec le champ de dissipation. C'est un bon enchantement, le champ de dissipation. C'est vrai que du coup, de mémoire, on l'a pas vu si souvent, et pourtant, je trouve ça vachement... Bah non, moi non plus, je comprends pas. Si tous les gens qui aiment jouer Pile of Horde, juste jouez ça dans vos decks. À chaque fois qu'un carte permanent vous inflige des blessures, vous le renvoyez de la main de son propriétaire. Et en plus, c'est pas wordé avec les blessures de combat. Donc n'importe quel permanent qui ping, des blessures incidentelles, ça vous fait gagner du temps. Bien vu. Ouais. Et tous les gens qui aiment vous pinguer quand vous tapez du mana avec vos landes ou ce genre de choses, ça va leur faire perdre du temps. On enchaîne après ça avec une des cartes staple du format, qu'on voit encore beaucoup maintenant, qui est le Grand Architecte. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'était une des cartes les plus jouées au début du Commander, puisqu'elle te permettait, juste avec une seule autre carte, qui est Pilipala, de mémoire, de faire du mana coloré infini, puisqu'en fait, du coup, tu engageais et tu dégageais ta créature. Et les combos à 2 cartes, c'est pas mal. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, pour moi, cette bête, elle avait une tête de créature légendaire. Mais elle l'a jamais été, et je trouve ça un peu triste. Après, heureusement qu'elle a pas été légendaire, parce que Grand Architecte en commandeur, en commandant, ça serait vraiment fort. Tout carte combo avec ton commandant qui en fait partie, on sait que c'est fort dans le format. Mais ouais, ce qui est fort avec Grand Architecte, c'est
bah, c'est une machine à combo, mais en plus de ça, c'est une bonne carte, quoi. C'est un lord, ça a une capacité activée qui peut être assez intéressante. Ça a beaucoup de texte pour être une mauvaise carte, quoi. Et la dernière carte, c'est bleue, du moins, c'est la marée inexorable. Ouais, ben, j'aime les marqueurs, j'aime les doublés, voilà. Il n'y a pas beaucoup plus à en dire, hein. Et c'est la première carte qu'on voit là qui a la mécanique de prolifération, qui deviendra vraiment très forte après dans le format. Surtout qu'on a tendance à nous sortir de plus en plus de types de marqueurs, donc on peut proliférer sur de plus en plus de choses, sur les marqueurs loyauté, sur les sagas, sur les poisons, etc. Donc ça, c'est des espaces de design où plus le jeu va avancer, plus on va faire des choses, quoi. On enchaîne avec une très bonne couleur aussi, qui a beaucoup de support actuellement et qui n'en manquait pas déjà à l'époque. Bon, la première carte très connue du noir, Exsanguination, je pense que si vous avez joué ne serait-ce qu'une heure dans notre format, vous la connaissez. Bah voilà, pareil que comme on parlait tout à l'heure avec Venzer, en 2013 est sorti un incroyable deck préconstruit Esper qui jouait Oloro. Comment dire que c'était le seul kill acceptable à l'époque dans le deck, c'était Exsanguination. Et le truc c'est que, en fait c'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y a marqué chaque adversaire sur la carte. Ouais, bah c'est ça, quoi. C'est pour les decks qui pioncent pendant toute la game et qui font « Eh, mais au fait, j'ai plein de mana, paf !» Voilà. La prochaine carte, c'est une carte que j'aime beaucoup, c'est le Limon Nécrotique. Ouais. Ben, encore une fois, c'est une carte qui a un bon body pour son coup, et juste la capacité est dévastatrice en commandeur, quoi. Genre, c'est darké dans tous les cimetières. Même si en général, en fait, quand tu vas la jouer, tu vas te débrouiller pour que toi, tu en tires un meilleur parti que les cimetières des autres. Mais effectivement, ça a toujours été une carte de combo, en fait. Ouais. Et plus on avance dans le jeu, plus la carte... elle est... Voilà, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est qu'on en est sur des cartes où plus des cartes vont sortir, plus on va pouvoir copier des capacités. C'est des espaces de design qu'on voit moins maintenant, parce que en fait, c'est des cartes très simples, mais qui vont se bonifier avec le temps. C'est impossible que la carte devienne moins bonne. Par contre, j'ai te donné tort quand tu dis que c'est des designs qui font plus, puisque dans les decks Warhammer, il y a un écran qui a exactement la même ligne de texte, sauf qu'elle dit que c'est les artefacts. Elle a les capacités activées de tous les artefacts. Effectivement, c'est des designs qu'on voit moins. Pas plus, mais qu'on voit moins. On enchaîne avec la dernière carte de cette sélection, la carte noire, la frappe souillée. Bon, je pense que on a été nombreux à être souillés par cette carte, justement. J'adore ça. Enfin, pour être un joueur qui maintenant en a un peu marre, enfin, même déjà à l'époque, ça m'énervait les parties romp-shit à la Oloro, justement. Et du coup, j'aime bien des fois genre sortir un joueur et le sortir rapidement, et il n'y a rien de mieux qu'une frappe souillée bien placée, on va dire. C'est le genre de carte où il faut l'avoir en tête, quoi. Si pendant ne serait-ce que une minute tu l'oublies, tu te la prends, et ça punit un joueur qui a oublié de garder une créature d'étape, ou juste de faire attention à garder son anti-bet. Je me souviens qu'il y a de ça quelques semaines maintenant, j'avais vu passer un tweet super intéressant, une discussion sur Twitter, sur les cartes infection, l'infection dans le commandeur. Et t'en avais en fait qui disait ouais non, mais on n'aime pas l'infection en commandeur. Et un gars a répondu très justement, en fait c'est pas l'infection que vous aimez pas dans le commandeur, c'est que vous aimez pas 4 cartes, dont celle-là. Celle-là en fait partie, et il y en a 3 autres qu'on détaillera plus tard. Mais ce sont des cartes qui en fait donnent l'infection à des cartes qui ne sont pas censées les avoir. En fait, je pense que ce que les gens ont beaucoup de mal, et c'est des cartes qui t'apprennent à faire ça, ben c'est juste à tourner autour de cartes et à prendre conscience de ce que fait l'adversaire. Malheureusement, en commandeur, un des plus gros mal du format selon moi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à jouer un peu toutes seules et à pas faire attention à ce qui se passe autour sur la table. Ben, c'est le genre de carte qui va te punir très fort si tu fais ça, quoi. Passons maintenant à une couleur qui a longtemps été boudée en commandeur, et la preuve en fait, même à l'époque, c'était pas génial, c'est le rouge. Et on attaque avec le marteleur gobelin. En effet, même là, le rouge, on a dû un petit peu creuser pour faire cette sélection des cartes rouges, et on a dû faire un peu les fonds de tiroir. Donc le marteleur gobelin, bonne carte dans les decks équipements, mais c'est encore un petit peu joué maintenant, mais c'est très focus sur un thème, quoi. Et on enchaîne avec la deuxième et dernière carte de cette sélection, malheureusement, la Psyché en fusion. Ça, par contre, c'est sympa, et je trouve que c'est un peu sous-joué. Pareil, on repasse encore 2 ans plus tard par rapport à la sortie de ces cartes-là, on arrive en 2013, et dans cette fameuse fournée de deck commander qui, pour le coup, était vraiment très très bon, il y avait le deck avec Geleva, qui était en Grixis, où en fait il y avait Nekuzar. Et bah mine de rien, ça j'en avais récupéré une pour rien, et je l'avais joué dans Nekuzar. Ah bah oui.
Et ça te fait une wheel en plus, c'est une wheel qui coûte rien. Ouais. Et l'art des métaux, en fait, est super simple à mettre. Et du coup, dans Nécusar, tu pouvais facilement, si tu faisais un bon gros tour, essayer de casser, de tuer un ou deux joueurs complètement, quoi. Moi, je pense que c'est un effet de wheel qui est un petit peu sous-estimé parce que tu remets les cartes dans les bibliothèques et c'est beaucoup plus dur d'abuser des cartes dans les bibliothèques que dans le cimetière. Si ça mettait les cartes au cimetière, ça serait vraiment très fort. Passons à la dernière couleur qui est le vert, où on a retenu une seule carte. Et c'est Ascétisme. Ouais, ascétisme en effet. Bon, c'est un bon enchantement de protection. C'était une des dernières fois, même si on va encore un petit peu le voir, mais on sent que c'est un design qui va être moins utilisé par la suite dans le jeu de la régénération. Et bon, juste protéger toutes tes créatures. Et si jamais on arrive quand même à les atteindre malgré la protection, de pouvoir les ramener sur le champ de bataille, ça reste ok. Hein. Ouais. Et en plus, c'était allé à un moment où l'exproof, la défense talismanique, n'existait pas encore sous ce terme-là. En tout cas, c'était les prémices de l'exproof, ouais. Et on attaque maintenant le gros morceau de l'édition, l'éléphant dans la pièce un peu. Il y avait très peu de cartes multicolores dans le bloc tout simplement parce qu'il y avait énormément de cartes multicolores. C'était un set ultra centré sur les artefacts et vous allez le voir dans la sélection. C'est tout simplement là où on a sélectionné le plus de cartes. Et on commence tout de suite avec l'armure d'Argentum. Je me souviens à l'époque d'un deck qui jouait une quête de Zendikar qui permettait d'aller chercher l'armure, un équipement et de le mettre en jeu. Et du coup, le mec allait chercher armure d'Argentum et il s'amusait à péter tes terrains. C'était vraiment très très sympa comme deck. Mais par contre, après, on a eu quand même pas mal de rééditions de cette carte. C'est aussi pour ça que je l'ai sélectionné, parce que pour moi, c'est une des cartes, en tout cas des équipements emblématiques du Commander. Parce que on l'a vu plein de fois. J'ai acheté quelques packs Commander, j'en ai beaucoup trop d'exemplaires maintenant, quoi. Après, c'est fort. Oui, oui, ça reste ok. Dans notre format où on a toujours plein de mana. C'est ça, et c'est une bonne arme politique en fait. Le fait de pouvoir détruire un permanent. Parce que t'es même pas obligé de détruire un permanent là où t'attaques. Tu vois, donc. Tu peux dire, attends, laisse-moi t'attaquer. Mais t'inquiète, c'est pour casser un truc à côté. Wink, wink. Ouais, mais bon, t'as +6/+6 quand même sur ta créature. Non, mais t'inquiète. Ouais. Les deux artefacts suivants, c'est la boucle et la machine à contagion. On va en parler en même temps puisque les effets sont vraiment très similaires. Ouais, c'est tout simplement la Rare et l'Unco qui font la même chose qui était dans l'édition. Des espaces de design qu'on voit moins aussi, d'avoir des cartes très similaires. Mais en soi, c'est juste une machine à proliférer. Et comme on disait pour la vague tout à l'heure, proliférer. Maintenant, on peut proliférer sur plein de choses, donc c'est juste fort, et ça sera encore plus fort dans quelques années, et ça sera encore plus fort plus tard, quoi. La prolifération, c'est bien. On enchaîne avec l'exosquelette greffé, on revient encore une fois à l'infection, une mécanique assez centrale dans ce set. Hein. Oui, donc comme pour la frappe souillée, une des cartes qui est détestée parce qu'elle permet de donner à n'importe quelle créature l'infection. Et un petit bonus de force, hein, mine de rien, +2/+2, c'est pas si déconnant que ça. Ce qui est bien, c'est que c'est pas... En fait, c'est pas joué que dans les decks... ce genre de carte n'est pas joué que dans les decks Voltron, ou basé sur les équipements. Elle peut être jouée même dans des decks où l'idée c'est de faire des dégâts, même à distance. Par exemple, il y a pendant longtemps, Exosquelette greffé était ma win condition dans mon deck Niv Mizzet. Oui, parce que l'infection, c'est pas forcément des blessures de combat. Donc n'importe quelle créature qui est capable d'infliger des dégâts à distance, ça peut... Et on a de plus en plus de créatures qui ont tendance à infliger des dégâts à tous les adversaires. Donc je vous laisse imaginer tout ce que vous pourrez faire avec cette belle petite carte. On enchaîne avec le maître forgeron de Kuldota. Ouais, j'ai tendance à dire que dès qu'une carte, on la voit souvent dans les Vintage Cube et consorts, c'est qu'une carte est relativement forte. Et juste pouvoir sacrifier 3 artefacts pour avoir le meilleur artefact de ton pack sur la table, ça a l'air ok. Et puis des artefacts maintenant avec les trésors, les tokens sang et tout ça, on n'a pas forcément besoin de sacrifier 3 vrais artefacts. Les jetons fonctionnent aussi. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Et en plus, le truc, c'est que... la carte, c'était un sleeper pendant je sais pas combien de temps. Enfin, les gens, ils ont oublié à un moment que la carte existait, quoi. Et puis, ils font... Moi, j'ai commencé à voir la carte là quand le deck Breya est sorti. Par exemple, tu vois. Où les gens se sont fait, mais en fait, je peux chercher n'importe quoi à le mettre. Ouais, c'est vachement bien. Effectivement, c'est vachement bien. Ouais, ça aurait été une carte, je pense qu'il y aurait des restrictions maintenant, mais sans restrictions, c'est juste abusé. La carte suivante, par contre, elle était forte dès le début, c'est le Mox d'Opale. Oui, pour 0, ajouter un mana de la couleur de votre choix, il paraît qu'il y a des cartes très très chères qui font ça maintenant. Et l'art des métaux, on vous a expliqué à plusieurs reprises que c'était facile à déclencher, parce qu'on a beaucoup d'artefacts qui valent pas grand chose, mais juste un petit boost de 1 mana répétitif, c'est pas pour rien que c'est banni dans beaucoup de formats, et que
certaines personnes ont perdu beaucoup d'argent quand cette carte avait été banne. Et sachant qu'il y a aussi des terrains artefacts, donc en fait, du coup, l'art des métaux, des fois, si tu pouvais l'avoir autour d'eux, enfin, c'était un peu ridicule. Voire au tour 1 dans certains formats, et c'est d'ailleurs parce qu'on pouvait l'avoir au tour 1 que ça a été banni dans un certain nombre de formats. On enchaîne avec la sphère de bataille Myr. Ah bah là, on part tout de suite sur un coût de mana un peu plus élevé. Et j'aime pas cette carte. Genre, je sais qu'elle est forte, je sais qu'elle est souvent sortie, qu'elle est souvent nommée, qu'elle est rééditée par bulldozer entier, mais je n'aime pas la carte en fait. Ok, elle vient avec 5 body pour 7 mana, mais pour 7 mana, je préfère faire autre chose, quoi, je sais pas. Bah, j'ai tendance à être un peu d'accord avec toi sur certains points. Je pense que c'était une carte qui avait brillé à une certaine époque parce qu'on avait difficilement mieux, et juste parce que ça prenait le board et que ça faisait des choses. Après, maintenant, je pense qu'il y en a des moyens beaucoup plus efficaces de peupler le board en artefact que la sphère de bataille Myr. Je pense que c'était une époque où pour 7 mana, tu pouvais difficilement mettre autant d'artefacts en jeu, alors que maintenant, avec tous les pondeurs de trésors, etc., c'est plus facile d'avoir ce genre d'effet, quoi. Mais elle mérite quand même sa sélection parce qu'on pouvait difficilement passer à côté, parce que c'est quand même, ça fait partie des cartes qui ont marqué le format, mine de rien. On la voit encore beaucoup, on l'a vu beaucoup, et on la verra encore. La suivante, c'est une carte que moi, pas pareil que la sphère, c'est l'épée de corps et d'esprit. Ouais, en effet, encore une fois, c'est une carte qui fait partie de cette sélection, plus parce qu'elle représente que vraiment la carte en elle-même. L'épée de corps et d'esprit, ça fait tout simplement partie d'un cycle, on en verra d'autres représentants plus tard, et le cycle des épées, c'est juste assez iconique pour notre format et pour beaucoup d'autres formats, et c'est aussi pour ça que je l'ai sélectionné, parce que c'est iconique, le cycle des épées. À une époque, tout le monde voulait récupérer toutes les épées de Magic pour pouvoir les jouer dans les decks équipements parce que c'était trop fort. Et oui, il y en a certaines qui sont moins fortes que d'autres, mais ça reste quand même une certaine base dans les decks équipements, quoi. Et on enchaîne avec le dernier artefact de cette sélection sur cette édition, Cicatrice de Mirrodin, et pas des moindres, la machine Grive Rétreinte. Alors là, par contre, ça, c'est vraiment le carton assez emblématique, hein, quand même, puisque elle a toujours été là. Depuis que le commandeur existe, la machine Grive Rétreinte est jouée. Elle le sera... mais autant qu'une tour de commandement, tu vois, enfin... Je la mets Elle fait partie des meubles, quoi, comme on dit. Oui, puis c'est pas pour rien qu'on l'a vu rééditer très récemment dans Brother War. C'est juste une très bonne carte. C'est une très grosse présence sur le board, tu le gères, ça te met 2 autres petites présences, mais qui vont garder le board et avoir les mêmes effets. C'est juste trop fort, quoi. Vraiment, c'est une excellente carte. Et c'est pas pour rien que c'est joué dans de nombreux formats, que ça continuera à avoir de la présence dans notre jeu. Et c'est une carte qui a une certaine valeur, et ce qui est affolant, c'est que peu importe le nombre de fois où cette carte reverra le jour, elle sera toujours aimée, elle vaudra toujours aussi cher, donc c'est là que tu vois que c'est des bonnes cartes. Bah oui, parce que la demande restera toujours importante, parce que tout le monde va vouloir cette carte, parce que tu peux la rentrer partout. C'est trop générique comme effet pour être mauvais. Alors, j'ai un peu menti juste avant, j'ai dit que c'était la dernière carte en color, mais pas tout à fait, parce qu'il y a quand même un type de carte duquel on se doit de parler, même si malheureusement ce genre de carte aura plus d'implications dans d'autres formats que dans le nôtre. C'est le cycle des 5 Fastlands qui était présent dans cette édition. Ouais, alors pour le coup, ceux-là, nous, on les voit un petit peu moins dans notre format que dans d'autres formats, comme par exemple le moderne, où genre ces terrains ils brillent depuis qu'ils ont été édités. Au secours, le rouge-noir, j'en ai besoin. Ouais, le rouge-noir qui trône au-dessus du haut de ses 25 balles pièce. Mais le commandeur est un format qui commence à aller de plus en plus vite, j'ai l'impression. Mm-hmm. Et du coup, c'est des terrains où on aura quand même envie d'en avoir, tu vois. Ouais, ça reste quand même un bilan qui peut potentiellement arriver dégagé. Donc dans des packs assez spécifiques, bicolores, un peu rapides, tu peux arriver à me justifier pourquoi tu le joues. Après, dès que tu commences à avoir un petit peu plus de couleurs et à être un peu plus lent, le fait que ça arrive d'étape dès le 3e tour, c'est un peu compliqué. Bon, après, les cartes sont pas faites... C'est pas des terrains qui sont fetchables, donc c'est pas génial. Donc évidemment à ne pas mettre dans tous les decks, mais comme tu dis, un Rakdos qui veut aller un petit peu vite, Falaise de coupe noire par exemple, c'est très bon dedans. Mais ouais, dès le tour 2, arrive étape assez pénalisant pour la fin. Passons du coup à la seconde édition du bloc Cicatrice de Mirrodin, qui était Mirrodin assiégé. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, c'est le bloc de la guerre, c'est la bataille, c'est la bagarre entre les Phyrexians qui sont maintenant bien identifiés, et en face les Mirans, donc les natifs de Mirrodin. On garde les mêmes thématiques, il y a aussi l'infection d'un côté
les trucs plus axés autour des équipements et de l'art des métaux de l'autre. Il y a de la prolifération et de mémoire, c'était à peu près tout. Ouais, au niveau des mécaniques, oui. Après, on a des cycles iconiques qu'on verra plus tard. On commence aussi doucement au niveau du lore à avoir l'insurrection d'un autre grand méchant dont on aura sa résolution beaucoup plus tard, qui est Bolas. On sent qu'il y a des choses qui se trament autres que les Phyrexians. Mais c'est intéressant, on commence à voir beaucoup de choses arriver. Il y a un nombre absolument incroyable de créatures légendaires dans ce set, puisqu'il y en a 2. Sachant qu'à l'époque, il y avait aussi ce qu'on appelle il y avait des plus petites extensions. Et Mirrodin Assiégé en est une. Il y avait donc que 160 cartes à peu près dans ce set-là. Et on commence avec la première créature légendaire qui est Trun, le dernier troll. Ouais, Trun, encore une fois, c'est malheureusement un commandant qui subit le poids des années. J'ai l'impression qu'on va beaucoup dire ça, mais c'est vrai. Ça reste correct, mais ça a des effets un peu trop niche pour être joué dans notre format maintenant. Et je pense qu'on a des commandants mono verts qui font beaucoup mieux pour le coup de mana. Après, le côté peut pas être contrecarré avec Hexproof, plus la régène. Ça fait un bon body à réceptacle, tu sais, pour bourrer des trucs dessus, quoi. Typiquement, si je compare avec une des éditions récentes où on avait des cartes très fortes aussi, juste une bête de quête de Throne of Eldraine, ça fait beaucoup plus de choses que ce pauvre Trun, quoi. Et on enchaîne avec la deuxième carte légendaire de cette édition, qui est Glissa la traîtresse. Ouais, donc du coup, on a un retour de Glissa, qui était un perso qu'on avait déjà vu dans le premier bloc Mirrodin. Et à l'époque, ce n'était pas un zombie elfe. D'ailleurs, maintenant, je crois maintenant qu'elle a gagné le sous-type Phyrexian en plus, puisque le type Phyrexian n'est venu que récemment. Oui, je pense qu'elle a été ratée pour devenir Phyrexienne, ouais. Moi, le souvenir que j'ai de cette Glissa, c'est que c'est une des premières cartes foil que j'ai vues dans le traitement des From the Vault, et que je trouve qu'il y a un traitement foil vraiment très intéressant. Et malheureusement on a perdu, donc j'ai un petit affect personnel avec cette Glissa parce que c'est une des premières cartes de ce type de foil que j'ai eu. Et je trouve que le pack est quand même intéressant à build parce que Golgari Artefact, c'est pas si simple que ça. Et on peut quand même faire des belles choses encore maintenant, même si encore une fois c'est un commandant qui a un peu perdu de sa superbe. Mais je pense que ça reste intéressant à build. J'ai l'impression qu'en fait, à l'époque où la carte était sortie, même si le commandeur commençait à arriver, on n'avait pas suffisamment d'armes pour rendre le build intéressant. Et c'est au fur et à mesure maintenant que la carte est bien jouable. Le seul Planeswalker de l'édition, c'est Tezzeret, agent de Bolas. Oui, en effet, on a eu entre guillemets les trois gentils au bloc d'avant. Cette fois-ci, on a un peu le second axe des Planeswalkers, donc avec ce Tezzeret, agent de Bolas. Donc c'est là où on commence à voir l'insurrection d'un autre grand méchant qu'on verra beaucoup plus tard dans le lore. En soi, c'est un Planeswalker qui est toujours intéressant maintenant dans les genres artefacts. J'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu sous-estimé et que ça reste une menace correcte. Pas au niveau d'un Tezzeret le chercheur par exemple, mais ça reste ok. Ouais, il reste ok, et puis en fait, le truc qui est bien avec lui, c'est qu'il arrive à son ulti qui est certes pas très très... Il est pas game breaker, mais par contre, il te permet en fait de bien entamer un jeu, voire de le finir, si jamais il y en a un qui est un peu trop dangereux. Et il atteint cet ulti assez rapidement, puisque du coup, il faut juste le faire tenir un tour, donc c'est... Dans les decks adaptés, en fait, je trouve que l'agent de Bolas, c'est une très bonne carte. Puis il a tendance à te récompenser, à peupler le board d'artefacts, et ça devient encore une fois de plus en plus facile de chier des artefacts sur ton board de manière un peu exponentielle. On enchaîne avec les cartes notables de cette édition. Cette fois-ci, on va un petit peu déroger à la règle pour les cartes iconiques de l'édition. On va pas tout de suite passer en blanc, mais on va d'abord traiter le cycle des Zéniths. Cycle emblématique du format, c'était la première fois qu'on les voyait éditer. Oui, et du coup, en fait, à part le rouge, ils ont tous plus ou moins eu leur moment. Bien évidemment, le blanc n'était pas si représenté que ça non plus. Hein. Mais quoique, faire des chats, c'est quand même pas mal. Le bleu est très fort, puisque c'est le kill dans beaucoup de decks. Le noir, c'est une vrasse, et le vert, c'est un tuto, donc c'est tout ce qu'on aime. Bah, le blanc a cet avantage, contrairement au rouge, d'être éphémère, et pouvoir faire un petit peu de board en éphémère, ça peut être bien. Après, c'est le triple blanc qui est un petit peu pénalisant pour la carte. Mais oui, il y a des zéniths qu'on a vu beaucoup plus briller. Typiquement, zénith de Vert Soleil à 1 pour aller chercher Charmidriade. C'est encore un... Ouais, ça c'est... Les plaies de l'ombre. Ouais, c'est encore dévastateur maintenant, dans beaucoup de formats. Et... oui, il y a des zéniths qu'on voit et qu'on verra un peu plus. Mais en soi, c'est un cycle qui est intéressant. Et on sent que c'est un espace de design qui va continuer à être creusé de la part de Wizard, de nous proposer des cartes comme ça qui font des choses assez fortes dans chaque couleur.
Et ça reste des cartes, si vous les avez, c'est intéressant, gardez-les. Vous aurez toujours une petite place dans vos packs pour un Zénith, même si le rouge, bah, encore une fois, il subit le fait d'être mono-cible, mais les 4 autres Zéniths, vous trouverez des places assez facilement. Bah, il a mal vieilli, le rouge. Bah oui, en fait. C'est ça le problème. Encore une fois, c'est une carte, Ah. c'est une carte qui a été designée avant la vue multijoueur du jeu, quoi. Du coup, on va attaquer le blanc avec une carte qui est l'héroïne de Fort Coutel. Donc oui, encore une fois, on est sur une petite édition, donc la sélection a été plus facile, et pour moi, l'héroïne de Fort Coutel, c'est la seule carte qui a vraiment marqué le format en blanc. Ben, le blanc, ce qu'il cherche à faire en Commander, c'est des decks agressifs, et pour agresser, il faut faire du board. L'héroïne remplit facilement ce prérequis. Vous la jouez dans un deck un petit peu go wide, type Adeline ou ce genre de choses, et ben, ça va vite, quoi. Vous pondez énormément de tokens, et les 40 points de vie, c'est une des rares façons de pouvoir faire descendre 40 points de vie en multi, quoi. Et faut pas sous-estimer sa première ligne de texte, qui est le cri de guerre. Donc je crois que c'est la première fois qu'on voit cette mécanique dans cette édition. D'ailleurs, c'était la mécanique des Mirans. Ouais, et bah, le fait que si elle attaque, elle donne +1, +0 à toutes les créatures qu'elle a créées précédemment, ben, vous multipliez juste la force de tous vos tokens par 2, et si vous avez 4-5 tokens, vous faites les calculs, ça va vite, quoi. On va passer dans un second temps au bleu. Là, il y a un petit peu plus de choses à dire, surtout sur une des 2 cartes, qui est le Sphinx consacré. Ouais, c'est typiquement le genre de carte où ils se sont dit non mais c'est bon, il n'y a qu'un seul adversaire. Sauf que bah non, puisque nous sommes en multijoueur, donc en gros pour 6, tu vas t'assurer de presque piocher 6 cartes avant de recommencer ton tour. C'est pas mal, hein. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà subi un Sphinx consacré qui reste plus d'un tour sur le board, mais je vous le souhaite pas. Déjà, si ça reste un tour, ben la personne, le contrôleur du Sphinx a déjà pris une bonne avance, mais si ça commence à rester trop longtemps, c'est infâme, hein. Et c'est un paratonnerre incroyable. Vous voulez faire cracher des anti-bêtes à vos adversaires, allez-y, hein. Sphinx consacré, je lui donne pas 2 minutes de durée de vie, hein. Donc la deuxième carte qu'on a retenue pour le bleu dans cette édition, c'est la Conscience corrompue. C'est tout simple, c'est contrôle magique plus infection. Et contrôle magique, au début du format, c'était assez rigolo de se dire « Ah, je vais prendre ton commandant !» Sauf que maintenant, je lui mets l'infection. C'est super. C'était très mal vu. Ça l'est toujours, puisque bah, les gens aiment pas l'infection. Mais regardez-moi cet illu, quoi. La carte, elle est iconique, en fait. Enfin... Ça représente trop de trucs dans le format, et plein de moments où moi j'ai lancé cette carte, où on me l'a fait sur moi, et du coup genre cette carte elle est incroyable. Jouez-la. Bon. Franchement, testez-la une fois, vous verrez, c'est cool. En fait, ça cristallise deux éléments pas appréciés en Commander, que sont l'infection et la prise de contrôle de permanent. Donc en soi, c'est une carte qui est forcément iconique dans le format. On continue avec la meilleure couleur, qui est le noir, où là cette fois il y a 4 cartes qu'on a retenues. Et la première qui est, je pense même encore à date, un des meilleurs anti-bêtes dans le format, qui est droit à la gorge. Ouais, on en discutait justement quand j'écrivais le script de cette vidéo avec d'autres personnes sur le Discord. J'étais un petit peu partisan de dire que droit à la gorge, c'était peut-être pas une des cartes qui avait le mieux vieilli, et qu'on avait maintenant des cartes un peu similaires, ou en tout cas des reprints fonctionnels, où on avait d'autres impératifs comme perte de points de vie, ou alors que ça cible que certains types de créatures ou certaines choses. Mais en soi, ouais, droit à la gorge, ça reste quand même un des moins restrictifs, et ça reste un des meilleurs anti-bêtes mono-cibles du format, même si, encore une fois, les anti-bêtes mono-cibles, c'est pas forcément la meilleure des choses dans notre format, mais quitte à en jouer, autant jouer les meilleurs, quoi. Je pense que de plus en plus, les mono-cibles, faudrait les privilégier. Je me souviens à un moment, c'était... Alors je sais plus quel était... Il y avait un autre anti-bête à 2 qui était sorti. Ah si, c'était Acte Cruel dans Ikoria. Oui. Et en fait, il y a des gars qui se sont amusés à faire les stats des créatures qu'on voit le plus dans le format. Et à faire Acte Cruel versus Droit à la Gorge. Et Droit à la Gorge, je veux dire, continue à être le meilleur anti-bête mono-cible pour 2 manas dont un noir en éphémère. Bah, rien ne vous empêche de jouer ça plus un autre anti-bête. Il n'y a pas de choix à faire, quoi. C'est ça. Bah oui, puis de toute façon, on est en format singleton, donc à un moment donné... Avoir de la redondance dans vos packs, c'est bien, quoi. On enchaîne avec une carte un peu moins subtile que Droit à la Gorge, qui est la Guivre du Massacre. Je pense qu'il y a beaucoup de guivres sur Mirrodin, j'aimerais pas trop m'y balader personnellement. C'était jusqu'à il y a pas si longtemps, enfin même encore maintenant, hein, surtout pour le deuxième bloc de texte, ça reste une excellente carte du format. La carte a maintenant 11 ans, 12 bientôt,
Et Gif du Massacre, ça reste vraiment OP, quoi. Avant son reprint de M21, je crois, c'était assez difficile de s'en procurer, hein. Moi je me rappelle, si tu cherchais des Gifs du Massacre, c'était un peu compliqué de mettre la main dessus, hein. Pourtant ça reste le genre de carte, encore une fois, qui ne fait pas de distinction avec un adversaire. Et c'est vos adversaires en général, donc du coup dans notre format, ça prend tout son sens. Et le deuxième effet statique ne se déclenche pas que sur sa première capacité. Tant que la Guivre est là, il va continuer à déclencher son second effet, quoi. On enchaîne avec, encore une fois, une carte qui donne l'infection, la Phyrésie. C'est la troisième carte du Quatuor Maléfique, que les gens ils aiment pas, enfin voilà. Pareil, pour 2 pauvres mana, vous pouvez transformer une créature en truc pour tuer quelqu'un. Là, ce qu'il y a, c'est que c'est peut-être la moins bonne des 3 pour l'instant, puisque c'est une aura. Donc si vous tuez la créature, l'aura saute. Ça se fait pas en vitesse éphémère. Donc vous allez... Si on le joue contre vous, vous le voyez venir. Et si vous décidez de la jouer, faites gaffe, quoi. Ouais, en soi, on va éviter de répéter ce qu'on a déjà dit. Ça permet de donner infect à des créatures qui l'ont pas. Et oui, c'est peut-être le plus téléphoné, donc le moins bien, mais encore une fois, c'est de la redondance. Donc si vous voulez donner l'infect à une créature qui n'a pas de base, vous serez obligé de passer par là parce que vous n'aurez pas 1000 moyens de le faire, donc ça fait partie des peu de moyens que vous aurez pour le faire. Et enfin, on termine la couleur noire avec Sangromancienne. Une carte qui a été iconique pendant une époque dans notre format, je sais que je l'ai beaucoup vue. Je la vois beaucoup moins maintenant, mais si vous avez déjà résolu une Vrasse avec Sangromancienne sur le board, vous savez ce qui se passe en général, quoi. Dark Deal avec Sangromancienne sur le board, c'est incroyable. Aussi, ouais. C'est le dernier que j'ai en date, dont j'ai été témoin, et le mec il s'est gavé, quoi. C'était depuis qu'il y a Tergrid qu'on revoit beaucoup la Sangromancienne, en fait. Ouais, oui, avec son deuxième effet, c'est plutôt sympa avec Tergrid, en effet, ouais. Mais à l'époque, par contre, c'était un sleeper aussi, la carte, hein. Les gens ont mis énormément de temps avant de se rendre compte que 3 points de vie, en fait, c'est fort, tu vois. Couplé avec la Guivre du Massacre, tu te mets plutôt bien, hein. J'ai l'impression que ouais, c'est le cas de beaucoup de cartes dans l'édition. On a quand même passé en revue pas mal de sleepers, où pendant un bon moment, les gens n'ont pas vu le potentiel de la carte, mais juste, à force de gagner en popularité, le commandeur, il y a eu plus de gens qui ont build, donc plus de gens qui ont un peu exploré toutes les anciennes cartes avant la sortie du format, donc on a vu des choses qui étaient pas obvious, quoi. On va rapidement passer sur le rouge, puisqu'il n'y a pas de carte. Voilà. C'est pas vraiment qu'il n'y a pas de cartes, il y a des cartes dans l'édition rouge, c'est juste qu'on en a retenu aucune qui a marqué notre format. Heureusement, il y avait quand même des cartes rouges dans l'édition. Par contre, on va prendre un peu plus le temps sur le vert, parce qu'on a quand même retenu une carte en vert, le Conseil du Praetor. C'était le gros splashy, le sort bien lourd, bien splashy, qui fait, regarde, je joue un truc à 8, et du coup, je reprends tout dans ma main. Enfin, c'était vraiment... Ouais, ça avait un côté aussi un peu iconique, quoi, mine de rien, parce que ça te permettait de repartir, en fait. Je crois même qu'à un moment, Conseil du Praetor servait de win-con à un deck, mais je sais plus laquelle. Mais bon, c'était un truc très très obscur. Ouais, je crois que c'était un deck un peu obscur en moderne, qui faisait remonter des cartes de son cimetière dans sa main, et tu rejouais... tu te meulais certaines cartes tech. Donc ouais, le Conseil des Praetors, vous savez qu'en général, une game de Commander, ça dure un petit moment, une petite dizaine de tours de table. Donc pendant ces tours, les cimetières vont se remplir. Le vôtre en l'occurrence aussi, vous jouez ça, vous refaites une main pleine de cartes, pleine de terrain, pleine de tout ce que vous voulez, et vous avez moyen de bien repartir pour la fin de la partie, quoi. Du coup, on va passer aux artefacts. Ouais, le gros morceau. Et ouais, voilà, et on commence avec, pas des moindres, hein, puisqu'il s'agit du Colosse de Pestacier. Encore une fois, on a beaucoup parlé de cartes détestées dans le format. Bon, je pense que le Colosse de Pestacier en est une bonne représentation. C'est le genre de carte, quand vous la posez sur table, vous entendez un soufflement d'un des joueurs. Mais en soi, moi, c'est une carte que j'adore. Ça permet de finir les games. À un moment, faut finir la partie. Vous posez un Colosse de Pestacier, vous savez que vous mettez un chronomètre sur la partie. Allez, maintenant, faut finir, quoi. Sachant que y avait aussi tout un truc de jamais, en fait, tu joues honnêtement le Colosse. C'est le problème, oui. Le but, c'est de pas le jouer. Tu ne payes pas 12 mana pour le jouer, tu vois. Et c'est ça, en fait, le problème, entre guillemets, qu'il y a eu. Oui, en soi, c'est aussi ça qui a tendance un petit peu à saler les gens, c'est que j'ai jamais vu un Colosse de Pestacier jouer à 12 ans. Personnellement... Et puis, il y avait ce côté vraiment punitif de... En fait, genre, si t'as l'infection sur quelque chose, souvent t'as 1 ou 2 attaques. Enfin, 2 ou 3 plutôt. Colosse de Pestacier, souvent une seule attaque, ça suffisait.
On enchaîne avec la deuxième carte de cette sélection, la plaque de son brassier. Bizarre, j'ai trouvé ça bizarre de voir récemment qu'en fait cette carte valait encore quelque chose. Bon. Ok, c'est fort hein, de donner indestructible à une créature équipée, mais... Enfin, on a tellement d'exil dans le format, tu vois, que je trouvais ça bizarre que ça vaille aussi cher. Après, ça reste bien. Bon, je vois plus ça comme une petite protection à ton commandant pour éviter les dommages collatéraux. Tu sais que tu vas finir par Vraz, tu veux un petit peu protéger ton commandant, tu veux avoir un bloqueur un petit peu infini pour éponger des phases d'attaque. C'est plus pour ça que je pense que c'est une carte qui est sympathique, quoi. La carte suivante, c'est le chantier de miroir. Ouais, encore une fois, on est dans un format qui a tendance à être lent, on a toujours plein de mana de réserve. En payer 2 de plus pour copier le meilleur artefact que je viens de jouer. Ça semble pas mal, ouais, effectivement. Oui, puis si par hasard vous venez de poser un artefact qui fait plus que 2 mana, je vous laisse vous imaginer ce que c'est possible de faire. Heureusement qu'il y a la clause d'un autour dessus, parce que sinon ça serait un petit peu craqué. Mais pouvoir avoir 2 cailloux qui génèrent plus de 2 mana, ça a l'air pas mal. Hein. Ah, puis tu blinks tes artefacts. Oui, oui. Tu blink mana crypt. On enchaîne avec le révocateur Phyrexian, carte iconique, ça aussi, moins dans notre format, mais carte iconique. Hein. Ouais, le fait de pouvoir nommer une carte et dire ça t'activera plus ses capas. La bonne grosse carte de side des formats 60 cartes. Après, ce qui est bien avec le révocateur, c'est que soit tu connais un peu les decks qui est en face, dans quel cas t'essaies de deviner, tu vois, en fonction de ce que tu vois à la table. Par exemple, révocateur Phyrexian, je dis Krenko le Kaïd. Le mec qui joue Krenko, il te regarde un peu mal, mais bon, c'est pas grave. Ou alors, tu peux picher des trucs en disant que de toute façon, ils seront dans un deck. Par exemple, tu dis Sol Ring. Et tour 1 Sol Ring, révocateur Phyrexian, Sol Ring. Tu vois, c'est vrai que tu peux piffer aussi. Après, tu peux aussi... T'as une personne à la table qui joue 5 couleurs de manière un peu grid. Tu peux lui bloquer son signet ou tu peux lui bloquer son caillou qui lui permet de fixer sa mana, quoi. En tout cas, voilà, une bonne petite carte punitive qui coûte pas grand chose à jouer, donc c'est plutôt cool. La carte suivante, c'est le rampeur psychotique. Encore une fois, on est dans les cartes iconiques. Pendant que je préparais cette vidéo, je regardais un petit peu le nombre d'occurrences de chaque carte sur EDH Rec pour voir un petit peu si ils étaient d'accord avec moi sur la popularité ou non d'une carte. Je crois que le rampeur psychotique de toutes les cartes dont on parle aujourd'hui, c'est une des cartes qui a le plus d'occurrences dans tous les decks sur EDH Rec. Parce que, elle est bien. Puisque, en fait, t'es dans un format où tu pioches énormément. Donc le fait d'enlever à chaque adversaire un point de vie quand tu pioches, c'est fort. Ça va au minimum pinguer de 1 tous les tours. Et puis si tu commences un petit peu à faire effectivement des bêtises, à piocher plus d'une carte par tour, ça a l'air pas mal. Hein. On enchaîne avec le Mire Scintillant. Encore une fois, carte iconique. Beaucoup de cartes iconiques dans cette édition. Ouais, non mais voilà, avec la popularité des jeux artefacts qui sont arrivés un petit peu après le set quand même, le fait de pouvoir jouer avec le flash, ça a changé beaucoup de choses. Pendant mon tour, je joue pas. La personne avant moi a fini de jouer, paf, je mets tout mon board. Les decks en Drogo, c'est-à-dire, pour ceux qui savent pas, Drogo, vite fait, c'est juste, tu pioches, tu poses ton terrain pour le tour, et tu dis fin de tour, parce que de toute façon, t'en as rien à faire, vu que tu vas jouer pendant le tour des autres. Et puis, si jamais il y a un petit malotru qui se dit, je vais gérer Mire Scintillant, je lui dis, ok, pas de problème, par contre, en réponse, j'aurai des choses à faire. On continue dans la liste des très grosses cartes du format, avec l'épée de festin et de famine. Là, on revient justement au cycle des épées qui avait été commencé dans Scar of Mirrodin. Mais là, on est quand même sur une épée qui est un petit peu plus légendaire, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec moi pour dire que c'est tout simplement la meilleure épée qui ait jamais été éditée. Vous touchez, vous détapez tous vos landes. Ça a l'air quand même un peu fort de pouvoir jouer 2 tours en 1, quasiment. Puis ensuite, t'enlèves une carte au joueur que t'as tapé, ça a de la protection contre 2 des meilleures couleurs du format. C'est pénible, quoi. C'est vraiment une bonne carte. Hein. Et puis en soi, vous aurez pas trop de mal à trouver le joueur qui a pas de bête, qui va laisser passer, ou alors le joueur qui joue vert et noir et qui aura pas le choix que de vous laisser baser. Donc détaper vos landes, ça sera pas compliqué dans le format. On enchaîne avec encore une fois une carte iconique, je vais dire ça à chacune des cartes, mais l'assembleur de mécanoptères. Grosse machine à combo, une des premières quand le format commence à gagner en popularité. Dans les jeux artefacts du moins, puisque si t'as assembleur de mécanoptères et crible temporel, tu faisais tour infini. Donc tour infini en 2 cartes, basé autour des artefacts, pas mal. Une des 2 cartes combo préférées de Breya, puis avec Breya ça marchait bien avec les top terres, hein. Donc en soi, même si t'avais pas encore la combo, t'avais que l'assembleur, tu faisais quand même des choses.
Ça a aussi vu un tout petit peu de jeux en moderne à une époque. Donc vraiment. Oui, c'est vrai. Ouais, J'avais oublié à ça. une époque, oui, tu faisais aussi les tours infinis en moderne. Ouais. Donc ouais, c'était iconique et ça reste une carte qui est très bonne. Et même si on lui enlève tout l'aspect combo, c'est quand même beaucoup de stats pour 6 mana, quoi. Et enfin, la dernière carte, pour ce set, le Nexus des Ancrymites. Bon, si vous avez une place pour un petit land incolore dans votre pack, jouez ça, un manland c'est fort. C'est un bon manland, vous allez infecter vos adversaires, vous avez que 10 points de vie infligés. Ça va vite, hein. Et ça, c'est si t'as pas les boosts en plus. Parce que moi, je me souviens d'un deck, dans les premiers decks Breya qui existaient, où le mec jouait le fameux Tezzeret Agent de Bolas. Et en fait, le Tezzeret Agent de Bolas, son -1, c'est-à-dire qu'une créature artefact devient 5/5. Également, petit tips si vous débutez un peu sur Magic, si vous avez un moyen de mettre des marqueurs +1/+1 sur une créature, si vous mettez un marqueur +1/+1 sur le Nexus alors qu'il est animé, une fois qu'il va revenir en terrain, il gardera son marqueur +1/+1. Donc à chaque fois que vous l'animerez, il gardera les marqueurs que vous lui avez imposés. On enchaîne avec la 3e et dernière édition de ce bloc, et pas des moindres, la nouvelle Phyrexia. Je pense que c'est tout simplement l'édition la plus iconique de ce bloc, et quand on parle aux gens de Phyrexia, je pense qu'ils voient beaucoup plus nouvelle Phyrexia que Scar of Mirrodin. Voilà, et c'est aussi une petite édition, hein, elle avait que 160 cartes. Mais pourtant, en fait, on se rend compte maintenant, vu que c'était il y a 12 ans, quand on va voir le nombre de cartes qui ont réussi à rester bonnes maintenant, c'est incroyable. Oui, puis j'ai une petite idée de ce qui a poussé la popularité de cette édition. On le verra dans très peu de temps. Mais ouais, c'est... À chaque fois que je parle de Phyrexia aux gens autour de moi, oui, c'est du Phyrexia qui revient, parce que c'est l'édition iconique. Et dans cette édition, du coup, justement, on va passer au commandant et Planeswalker de l'édition. Donc on va commencer par 2 créatures légendaires, on en garde quelques-unes pour un petit peu après. À mon avis, vous avez déjà idée desquelles on va parler juste après, mais on va commencer par Jorkaden. Jorkaden le Triomphant, qui était une créature qui avait une très très bonne capacité d'art des métaux, puisqu'elle donnait un boost qui était juste de +3/+0 à tes créatures. Elle est bonne maintenant, mais elle est bonne que dans les 99, puisque c'est un peu compliqué même avec les jeux tokens, c'est un peu compliqué de vraiment build autour. Tu peux, mais c'est pas non plus foufou. Par contre, dans des decks comme par exemple Alibou, ou dans le deck Ferrous Rokirich, Jorkaden c'est vraiment une tête de Wincon. Non, ouais, Jorkaden c'est effectivement une carte qui est un petit peu mal vieillie. C'est le syndrome Phyrexia, on vieillit mal sur Phyrexia. Mais ouais, en soit maintenant des commandants Boros équipement ou artefact en général, on a mieux, quoi. Mais on enchaîne avec un autre commandant qui, elle, peut trouver du jeu, mais de manière très très spécifique, c'est Melira, proscrite Sylvok. Alors, oui et non. En fait, Melira, tu vas pouvoir la jouer dans les 99, c'est sûr, mais en fait, le truc, c'est que c'est une carte qui va te permettre de générer des combos. Et souvent, en fait, les cartes qui sont dans ces combos-là, c'est des cartes qui vont jouer avec une ancienne capacité qui était la persistance. Par exemple, tout le monde connaît la druidesse dévouée, dévotée de druide. En fait, avec Melira, du coup, voilà, ça marche bien. À côté de ça, le fait de poison et que les créatures perdent l'infection, c'est vraiment très très ciblé si t'as quelqu'un dans ton playgroup qui ne jure que par l'infection, tu vois. En fait, c'est ça, Melira, je le vois un peu comme la commandante du Ralbol. Tu t'es fait rouler 3 fois dessus par un de tes collègues dans ta boutique de jeux local, et t'en as marre, tu fais vas-y, je vais monter Melira, à un moment, ça va bien 5 minutes, et au moins je pourrais jouer ma partie, quoi. Je pense qu'il est temps d'enchaîner. Avec l'éléphant dans la pièce, malheureusement on va pas pouvoir les ignorer. Tout simplement les 5 Praetors qui sont présents dans cette édition en une fois. Ils ont tous plus ou moins le même type de construction, c'est-à-dire qu'ils coûtent cher à jouer. Ils ont des gros stats pour leur coup de mana. Ils ont tous une petite capa en plus. Ils ont tous un effet bénéfique pour toi, négatif pour vos adversaires, qui sont basés sur le même truc. À partir de là, on a Eleshnorn, c'est pour jouer token. Jinji Taxias, c'est pour piocher comme pas permis et réduire les mains en face. Sheoldred qui réanime une carte par tour. Urabrask qui bloque les autres et qui fait aller votre groupe beaucoup plus vite. Et le pire de tout, je pense que c'est Vorinclex. Puisque ça te permet de doubler de ton côté ton mana et ça empêche, ça frise les manas adverses, enfin les terrains adverses. Qu'est-ce que c'était bien. En fait, même encore maintenant, hein, toutes les cartes sont bonnes, même Urabrask. Je suis assez d'accord, en fait, je vais pas pouvoir rajouter grand-chose à ce que tu as dit, mais c'est pas pour rien qu'on en voit encore des rééditions maintenant, que c'est une des tribus les plus populaires,
que les Praetors, on envoie des nouvelles itérations maintenant, que les gens sont fous quand il y a des nouvelles itérations des Praetors, ben ça reste peut-être l'un des groupes des bad guys entre guillemets de Magic les plus iconiques. En soi, disons, ouais, on a peut-être Urabrask qui est légèrement en dessous parce que c'est peut-être l'effet le plus générique, mais en soi, il y a aucune raison de pas les jouer maintenant. Ça reste des cartes qui sont excellentes. Vorinclex, effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que ça soit le plus punitif, parce qu'il s'attaque à ta ressource principale que sont les terrains. Et en général, s'attaquer au terrain, bah, ça t'empêche tout simplement de construire ton plan de jeu. Alors que Elesh Norn, Jin-Ji Taxias, Sheoldred, t'as un peu moyen de tourner autour en te disant bah, je vais poser un peu plus de bêtes, je vais faire attention au stade des bêtes que je pose. Jin-Ji Taxias, je vais essayer d'utiliser d'autres ressources que ma main en utilisant les capacités activées de mes créatures, tout ça. Par contre, Vorinclex, t'as aucun moyen de tourner autour, à la rigueur en ayant des artefacts à mana, mais en dehors de ça, s'attaquer au terrain, bah, c'est difficile de s'en relever. Mais en soi, maintenant, c'est des cartes qui sont peut-être qui ont peut-être beaucoup plus leur place dans les 99 qu'en tant que commandant. Même si ça reste des commandants tout à fait corrects. Mais maintenant, on a tendance à préférer quand même des commandants qui arrivent plus vite. Parce que là, c'est quand même beaucoup de mana pour chacun d'entre eux. Mais maintenant, si vous avez moyen de payer ce nombre de mana ou de tricher sur leur arrivée en jeu en les faisant arriver en jeu plus vite, avec de la rampe ou avec des effets pour les faire arriver en jeu plus tôt, bah, une fois que vous avez un Praetor de votre côté, vous avez quand même un sacré avantage. Le seul Planeswalker de l'édition, ce n'était autre que Karn libéré. Encore un sacré big boy, hein. Karn, si vous avez joué un petit peu en moderne contre Tron, bah, vous savez très bien ce que ça fait. Ça perd un peu de sa superbe dans l'aspect multi quand même. Mais en soi, c'est une gestion à tout et n'importe quoi. Son -3, bah, il est excellent. Et si par une joie immense vous arrivez à activer son -14, c'est quand même bien chiant le -14 en multi, hein, parce que devoir reshuffle toutes les bibliothèques et recommencer la partie à 4, je vous souhaite pas de subir un ulti de Karn en multi. Hein. On arrive sur le blanc avec la première carte assez iconique de Unformel, Annexe de Norn. Donc c'est la première itération qu'on a de ce qu'on appelle le Mana Phyrexian, que j'espère on va revoir hein, bientôt. Le Mana Phyrexian qui en fait donc peut être payé soit avec 2 points de vie, soit avec du mana coloré de la couleur. Donc là par exemple le Mana Phyrexian blanc, c'est un mana blanc ou 2 points de vie. Et c'était vraiment très fort. Donc là ce qui est bien c'est que c'est un Arthos qui nous donne qui nous permet de nous protéger. Ça ressemble un petit peu à de la propagande ou Ghostly Prison, mais sous forme d'un Arthos. Oui. Principale différence avec les deux cartes que tu viens de citer, c'est que ça protège aussi tes Planeswalkers, parce que exactement. Ghostly Prison ou Propagande, c'était des cartes qui avaient été designées avant les Planeswalkers, donc ça les prend pas en compte. Alors que là, on commençait à voir les Planeswalkers arriver, donc l'annexe de Norn les prend en compte. Donc c'est un des rares moyens de protéger tes Planeswalkers des attaques dans le format. La carte suivante, c'est le Paladin de Puracier. Ouais, bah... Les équipements, c'est un gros défaut, c'est quand vous les posez sur table, ben c'est... des cartes qui vont être lentes, va falloir les équiper, vous perdez de la ressource en main. Bah là, vous avez Paladin de Puracier, vous jouez votre équipement, vous récupérez une carte en main. Si en plus de ça, vous commencez à avoir un SRAM à côté ou d'autres effets équivalents, bah vous allez commencer à jouer beaucoup d'artefacts rapidement. Et beaucoup d'équipements, pouvoir les équiper pour 0. Encore une fois, l'art des métaux dans un deck, surtout équipement, vous allez l'avoir relativement rapidement. Et vous avez moyen de build des sacrés monstres avec Paladin de Puracier sur table. Ouais, mais même à l'époque, hein, c'était joué en format 60 cartes, avec le croisé mirant. Tu lui mettais des épées, enfin, il y avait les mox, c'était vraiment, vraiment très fort. Ouais, c'était un sacré deck à l'époque. Si t'avais la chance d'avoir ta Fist and Famine suffisamment tôt, bah tu pouvais... Ah non, il jouait War and Peace. Hein. Oui, War and Peace et Fist and Famine, t'as un peu joué aussi, hein, je crois. Ouais, bah ouais, parce que tu mettais ta Fist and Famine, tu crachais tes artefacts, t'attaquais, et même phase 2, tu pouvais recracher tes artefacts parce que t'avais des dés land, quoi. On enchaîne avec la dernière carte de cette sélection pour la couleur blanche, la Prêtresse de Suture. Ouais, je l'aime beaucoup, c'est une Soul Sisters, elle est trop jolie, voilà, elle est très bien. Bah encore une fois, moi je me suis inspiré entre guillemets de Dashrek pour voir le nombre d'itérations de la carte, parce que je me suis dit, bah c'est peut-être une carte qui finalement est plus tant de jouer que ça. Bah j'étais surpris du nombre, c'est quasiment autant joué que des cartes qui sont sorties il y a même pas quelques mois, quoi. Ouais, parce que en fait, le truc aussi, c'est que la carte a regagné un petit peu en popularité avec l'arrivée de Hela Silcor.
Ouais. Dans Dominaria United. Et du coup, ben, c'est une itération en plus de ce qu'on appelle les Soul Sisters, qui sont ces créatures qui en fait vous donnent des points de vie quand vous jouez d'autres créatures. Oui. Et accessoirement, il faut perdre aussi à vos adversaires. Et encore une fois, c'est tous vos adversaires. Voilà. Et disons qu'avec avec une petite Eleschnorn là qui arrive, qui a un port harmonicus avec des pieds, la prêtresse, on va encore la voir pendant un paquet de temps, vous en faites pas. Passons au bleu maintenant, avec, oh oui, le métamorphe Phyrexian. Ouais, ben là, encore une fois, je pense que le mot de cette édition, ça va être emblématique. Hein. Ben, on parle de cartes qu'ils ont défini le format. Ben, le métamorphe Phyrexian, ça fait partie des cartes que tout joueur de Commander a déjà vu, verra. Ou... C'est ça. En fait, il a tout ce qu'on aime qu'une carte ait dans le format là, c'est-à-dire de la flexibilité. Ça peut être n'importe quel artefact ou créature pour un coût qui est ok, puisque ça coûte que 3 plus de points de vie, ou 3 et 1 bleu. Ouais, non, c'est une excellente carte. Hein. Et le truc, c'est que depuis qu'elle existe, la carte est bien en fait. Enfin, elle était faite pour le format, on a l'impression. Mais vous pouvez copier de n'importe où aussi. Imaginons votre collègue préféré vient de jouer son Vorinclex. Ah bah tiens, un Vorinclex pour 3, je vais en faire un aussi, tiens. Et là, avec deux Vorinclex sur table, ça commence à être la fête. Hein. On enchaîne avec une deuxième carte qui est peut-être un peu moins shiny que ce métamorphe, mais qui est quand même intéressante, c'est la Xénogreffe. Alors, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a la Xénogreffe ici, c'est que, en fait, c'est assez dans l'air du temps, en fait, de faire des faux decks tribaux et de pouvoir abuser. Et le bleu fait ça extrêmement bien, puisque de toute façon, en bleu, on a des bonnes tribus, hein, on a Ondin, Sorcier, ce genre de choses. Et en fait, Xénogreffe, ça va te permettre de tricher et de rendre tout d'un certain type. Et souvent, c'est pour faire des combos, hein, et... Donc voilà, Xénogreffe, ça te permet de le faire une fois de plus. Ouais, bah en soi, je l'ai sélectionné parce que Xénogreffe, c'était la première itération de ce type d'effet, et on commence à en voir de plus en plus. Il y avait eu l'enchantement dans Ixalan, il y a un artefact qui fait la même chose dans Kaldheim, et mine de rien, ça va être de plus en plus facile de jouer ces fake tribus et de commencer à donner des types à un peu n'importe quelle créature. Si on mixe ça avec les change-formes, bah, on commence à avoir quelque chose de vraiment intéressant, et des packs qui peuvent être sympathiques à jouer, quoi. On enchaîne avec, encore une fois, une excellente couleur pour tout le bloc, c'est la couleur noire. Et la première carte, c'est la dislocation. Qui est toujours jouée. Y a pas de problème. Hein, Alors, encore une très belle version promo récemment, d'ailleurs. Ah non, mais... Un mana et 4 points de vie et tu mets -5 à quelque chose, quoi. Enfin... Ça passe au-dessus de l'indestructible. Regardez un petit peu autour de vous ce que vous jouez, ce que les gens autour de vous jouent. Regardez le nombre de cartes de commandants qui ont des stats aux alentours de -5, qui meurent sur dislocation. Je pense que vous arriverez à un pourcentage assez élevé. Hein. On enchaîne avec une autre créature emblématique du plan, l'Obliterator Phyrexian. Alors lui, pour le coup, tu vois, je l'ai pas... Autant je l'ai beaucoup vu en 60 cartes, autant je l'ai pas tant vu que ça en commandeur multi. Non, je suis assez d'accord aussi. Et en fait, pourquoi il se retrouve là, c'est justement parce que en fait, il est tellement iconique que même si on l'a pas tellement vu en multi, il y a quand même des gens qui ont essayé, quoi. Parce que la carte, elle donne envie. Tu dis, je vais faire des choses. Et en soi, moi, j'ai déjà vu l'Obliterator Phyrexian dans un deck, et ça m'a fait... Je me suis dit, c'est intéressant comme build, même si c'est un peu méchant. C'est avec tout ce qui est sort de fight en vert. Si t'arrives à faire fight un petit peu l'Obliterator Phyrexian, tu peux en faire un peu de politique à base de... Ah non, mais si tu m'embêtes trop, tu vas sacrifier des permanents, quoi. Et c'est plutôt rigolo. Mais ouais, c'est... Je pense que si on était passé à côté, j'ai hésité pendant un moment à en parler, mais je pense que si on était passé à côté, il y aurait eu un problème, et je pense qu'on nous l'aurait fait remarquer, quoi. On enchaîne avec la dernière carte de cette section noire. J'ai été malheureusement obligé de la mettre, mais je déteste cette carte. Oui, elle est trop bien. Ça fait partie des cartes qui pour moi n'ont aucun sens dans notre format, et la plupart du temps quand je l'ai vu jouer sur une de mes tables, les gens avaient aucune idée de comment jouer cette carte. C'est l'emprise du Praetor. Alors que c'est super simple, tu la joues pour aller chercher la Wincon en face et voilà, tu vois, c'est tout. Non mais voilà, la carte est forte, elle est jouée dans les bons decks. Elle est jouée dans des tables où on sait que ça va être combo dans tous les sens. Et je pense sincèrement qu'il faut éviter de la jouer ailleurs. Mais pour moi, c'est un peu des cartes comme Bribery. En fait, c'est des cartes où la prise de décision est vraiment pas très compliquée. C'est « Ah, je vais regarder dans ton pack. Ah, c'est la meilleure carte, je la prends. » Et c'est vraiment le genre de décision que je trouve un petit peu trop facile pour si peu de mana. Mais après, heureusement,
c'est un petit peu contrebalancé par le fait que si tu veux la jouer, t'es quand même obligé d'avoir les couleurs. Donc tu peux pas non plus faire n'importe quoi. Moi, je sais que cette carte, en fait, je m'amuse. Quand on avait commencé à avoir les oracles de Tassa qui popaient de partout, je jouais en prise du prétor dans mes decks noirs juste pour l'enlever. Dans cette idée, j'aime bien utiliser en prise de Praetor comme un anti-combo, ça peut s'entendre, mais je crois que la plupart du temps, moi j'étais un petit peu frustré par cette carte, justement parce que je suis tombé contre des gens qui la jouaient juste pour dire j'ai envie de t'enlever une carte, quoi. Même si ça a aucun sens, je t'enlève une carte. Et c'est assez frustrant, quoi. On va passer au rouge, où là on a quand même une carte, cette fois. C'est le Parasite Envahisseur. C'est le genre de carte qui va punir les mana base monocolores. À l'arrivée en jeu, vous exilez un terrain ciblé. Déjà, exiler un terrain ciblé, ça peut être ok dans notre format, surtout maintenant qu'on commence à avoir des terrains qui font beaucoup plus de choses que d'ajouter des mana. Et dès que le même terrain va arriver en jeu, coller deux, ça peut avoir son petit effet. Et si vous ciblez un land de base sur un joueur mono vert, par exemple... J'ai déjà vu cette carte jouer dans un deck Boros Stax, où en fait le mec s'amusait à blinker plusieurs fois dans le même tour le Parasite Envahisseur pour enlever les mana bases des gens. Oui, par exemple, oui. Mais ça, c'est vraiment le mode hardcore. Faites pas ça. C'est un peu une carte de méchant, effectivement. En général, toucher au terrain, c'est assez malheureux. Hein. Donc, jouer ça en âme et conscience, j'ai envie de dire. On enchaîne avec le vert, et cette fois-ci, on a sélectionné quand même beaucoup plus de cartes vertes. Parce que on a quand même, encore une fois, un quatuor de cartes iconiques. Hein. Et on commence avec Réveiller la bête. C'est Staple. Voilà, on va pas tergiverser, on va pas faire un laïus sur la carte. C'est un staple, voilà, on peut détruire n'importe quoi, on donne une 3-3 en échange, c'est pas grave, on s'en fout. La carte est tellement bonne qu'elle a été rééditée en blanc. Ouais, ça a été color shifted en blanc récemment. Sa version blanche est tout autant jouée que la version verte. Donc, mangez-en, j'ai envie de dire. La carte suivante, c'est la cause de gestation. Ouais, c'est pas pour rien que ça a créé tout un archétype en moderne qui était beaucoup trop fort et qui a été banni dans le format. Même encore maintenant, il y a des gros débats sur est-ce que la carte est balance en moderne et est-ce qu'on pourrait la déban. Il y a de grosses hésitations et elle est toujours ban. C'est juste très fort, quoi. Et en Commander, c'est pas si compliqué d'aller la récupérer dans votre deck et d'avoir un deck qui fonctionne avec. Il y a des lignes qui existent, les lignes de pod sont quand même assez fixées. Oui. Puisque l'idée, en fait, pour ceux qui ne savent pas, l'idée, en fait, ça va juste être d'aller fouiller dans votre deck, trouver une créature qui a CCM plus 1, et bien souvent, c'est une créature qui va dire dégager quelque chose, et vous allez dégager la cosse, et vous allez continuer, en fait. L'avantage qu'en plus, enfin, le truc non négligeable de cosse, en plus, c'est que ça coûte un incolore et 2 points de vie à activer. Ou un incolore et un vert si moins de points de vie, quoi. Et en l'occurrence, même en dehors des lignes de pod qui font combo win, juste, imaginons que vous avez une créature à 2, en face, il y a un artefact très très chiant. Vous pouvez sacrifier votre créature à 2, aller chercher un elfe, l'elfe qui casse un artefact, et un sage du reboisement, voilà. Ou n'importe quelle créature. En fait, c'est une toolbox où vous allez pouvoir récupérer à n'importe quel instant de la partie votre meilleure créature dans telle et telle situation, quoi. Alors imaginez si quelques années plus tard, ils s'étaient dit qu'ils allaient faire une créature légendaire qui donne cet effet. Ce serait ridicule, hein, franchement. Oui. C'est pas pour rien que Vannifar est un excellent commandant, effectivement. Du coup, on enchaîne avec Réanimation délétère pour la suite. Pareil, cette carte a été un sleeper pendant longtemps, et je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment trop bien. Enfin, pour 2 points de vie, pouvoir choisir quelle est Enfin, t'avais ta menace au cimetière, tu payes 2 points de vie, tu vas la repiocher. Enfin, c'est trop bien. C'est ultra flexible aussi. Vous avez votre collègue, il met sa meilleure créature au cimetière et dit « Tiens, je vais réanimer cette créature. » Tu dis « Attends, je vais remettre cette créature au-dessus de ta bibliothèque. » En réponse à ton sort de réanimation. Ça marche aussi. C'est vraiment ultra flexible. Et la réanimation dans le format, on en a quand même. Donc, soit vous pouvez l'utiliser effectivement pour récupérer votre meilleure carte et la réutiliser. Vous pouvez embêter les cimetières adverses. Vous pouvez la jouer à 0, à 1. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop flexible. Et la carte commence à valoir son petit pesant d'or maintenant, je crois. Puisque il me semble qu'elle n'a pas été rééditée encore. J'ai pas souvenir de voir une réédition de cette carte, effectivement. Ouais. Après, il faut savoir que les Mana Phyrexian ont été à demi-mot avoués de la part de Wizard comme une erreur de design. En tout cas, les premiers Mana Phyrexian, c'était vraiment très fort. Donc, je pense que c'est le genre de carte qu'on verra peut-être un peu moins à l'avenir. En tout cas, des rééditions des anciennes cartes avec le Mana Phyrexian, ça sera pas autant assumé, quoi. Voilà, il y a aussi une autre carte là que je pense qu'ils ont pas trop assumé, c'est la prochaine, c'est le Triomphe des Hordes. Je pense que si vous avez joué
Si vous êtes joueur de Commander depuis quelques années, vous êtes au moins mort une fois sur le Triomphe des Hordes. Juste, la partie s'éternise, j'ai un gros board, ils ont tous +1/+1 piétinement, déjà c'est pas mal, mais en plus de ça, ils vont devoir infliger que 10 blessures chacun, sur chacun des adversaires. Après, honnêtement, moi j'aime bien Triomphe des Hordes, c'est un moyen très clean de finir une game. Oui. Enfin, imagine le mec, il y a le gars qui a fait son setup à la con, où il va se retrouver avec beaucoup de jetons, et puis toi, dans ta tête, tu te dis, bon bah c'est bon, tu vois, il va gagner, et en fait il va struggle parce que t'as un mec en face qui va faire autant de jetons, donc... Ça a la bienséance aussi d'être rituel, donc tu le vois venir. Oui. Le mec fait Triomphe des Hordes, après il passe en phase d'attaque, après il déclare ses attaquants. Oui. Je veux dire, il y a beaucoup de fenêtres dans lesquelles tu peux quand même réagir. On va passer à l'incolore, et on attaque avec... Ah oui, le bas de crâne. Ouais, bas de crâne, juste le living weapon le plus iconique, l'arme vivante. Alors, arme vivante, c'est la première fois qu'on voit cette mécanique aussi, c'était une des mécaniques des blocs... du bloc cicatrice de Mirrodin. Donc c'est un équipement, quand il arrive en jeu, il arrive équipé à une 0-0. Donc là, sachant que cet équipement donne +4/+4 vigilance et lien de vie, ça vous fait une 4/4 lien de vie pour 5. Et après vous pourrez rééquiper cet équipement. En sachant... Et vigilance, oui. Sachant que le token qui va être mis en jeu est une 0-0, si vous déséquipez, le token va mourir automatiquement. Ce qui était fort en fait à l'époque, et ce qui fait que le bas de crâne a été très joué, c'était aussi qu'on pouvait y remonter dans la main de son propriétaire. Et c'était une plaie à essayer de se débarrasser de cette merde. Oh là là. Oui, puis en plus de ça, c'est une carte qui est encore plus iconique depuis le déban de Mystic Forge de Pierre en moderne. Je pense que des Battle Crâne, vous en avez... Si vous jouez un petit peu en moderne, vous en avez vu, vous en verrez. Et dans notre format, ça reste quand même un des meilleurs équipements actuels. Hein. Maintenant, bon, il y a des trucs quand même vachement bons. Hein. Je pense à Shadow Spear, par exemple. Oui. Potentiellement, peut être mieux. Oui, c'est moins cher, Le oui. problème de bas de crâne, c'est que ça coûte un peu cher. C'est ça, mais ça reste fort. t'es remboursé par le fait que t'as quand même une créature. C'est le moment où tu vas poser, tu vas pas rien faire pour 5. Tu vas quand même avoir une 4/4 lien de vigilance. Ce qui est correct. On enchaîne avec, encore une fois, beaucoup trop de cartes iconiques. Le Solaire emprisonné. Alors, ça c'est... À mon avis, je trouve que la carte a mal vieilli. Ça reste très fort. Mais... c'est un poil cher pour les standards de ce qu'est le Commander maintenant. Ouais, je pense effectivement que le Commander est beaucoup plus rapide que ce qu'il était à l'époque. À l'époque, poser un artefact à 6 qui va te permettre d'exploser en mana le tour suivant, c'était correct. Mais maintenant, ne rien faire au tour 6, c'est quand même compliqué. Hein. Après, t'as aussi le monde où t'arrives à le faire arriver sur le champ de bataille sans payer les 6, ce qui peut être correct aussi. Oui. Donc en soi, c'est un bon artefact, mais effectivement, je pense qu'on a mieux maintenant. La carte suivante a une carte à combo, la manivelle à esprit. Oui, si vous arrivez à infliger des blessures de manière continuelle à un adversaire, vous allez meuler beaucoup. Et en soi, il y a effectivement quelques cartes qui disent que si vous meulez une carte, vous perdez des points de vie. Je vous laisse faire le calcul vous-même de ce qui se passe, mais ça a l'air d'être plutôt intéressant. On enchaîne avec le Morgue Sort. À l'époque, je sais que c'était une des cartes les plus chères de l'édition, je crois. Quel enfer cette carte. C'était chiant comme pas permis. Quand le mec, en fait, en 60 cartes, quand le mec en face faisait T2 Morgue Sort, tu fais « Ah, ça va être ce genre de partie. » En fait, la carte était jouée puisque elle servait, et c'est son rôle, c'est qu'elle servait de paratonnerre, mais pour tout. Et en fait, je parle d'un moment où en fait on avait le droit de jouer Bolt dans le format. Et le problème, c'est que du coup, Morgue Sort, ça tank bien les Bolts. Donc bon... Morgue Sort, c'est quand même une carte qui s'est retrouvée jusque dans certains sites de mono rouge aggro, juste pour dire pour 2, vas-y, comme ça on va pas pouvoir gérer mes bêtes et je vais continuer à bourrer quoi. En multi, souvent vous avez une petite carte sur le bord de votre tapis que vous aimez beaucoup protéger, qui est en général la raison pour laquelle vous avez construit votre pack. Donc pouvoir protéger cette créature là avec Morgue Sort, c'est plutôt intéressant. Ça n'a pas de prix. Oui. Ça n'a pas de prix. Par contre, Morgue Sort est bien entendu bleu, à cause de sa capacité, faut pas l'oublier ça. La carte suivante, c'est l'épée de guerre et de paix. Ouais, encore une épée iconique, hein. Peut-être la deuxième meilleure épée du cycle. Juste, ça fait beaucoup trop de choses. Protection contre rouge et blanc, peut-être pas les couleurs les plus présentes dans notre format, mais qui sont c'est quand même des protections intéressantes à avoir, parce que ça fait partie des couleurs qui ont le plus d'anti-bêtes ciblées. Et en soi, vous touchez, vous allez commencer à faire perdre beaucoup de points de vie. Et il y a quand même 40 x 3 PV à faire tomber sur une table. Donc avoir un petit peu d'aide pour faire ça, ça a l'air bien dans les jeux un peu aggro, équipement. On enchaîne avec une autre carte iconique qui malheureusement n'a toujours pas été rééditée, qui est l'Orbe de Torpeur. Hein. Alors,
Elle est pas rééditée pour le moment, mais il se peut que les Schnorn, elle ait récupéré la phrase en fait. Mais que pour les adversaires. Ouais, aussi, ouais. Donc bon, hein, l'un dans l'autre. Non, mis à part ça, excellente carte. Staple des jeux Stax à l'époque. On la voit peut-être un peu moins maintenant. Mais moi je continue surtout, enfin, on considère qu'une créature qui arrive en jeu dans le format, hein, une créature qui n'aura pas d'effet immédiat quand elle arrive en jeu, c'est pas forcément une bonne créature. Bah là, voilà. Enfin, ça empêche ça, donc en vrai c'est cool. En soi, l'orbe de torpeur, on la voit encore, mais dans des formats typiquement type Legacy Vintage, on en voit, parce que bah, ça coûte très peu cher. Et en fait, c'est ça, c'est ce petit... Le fait qu'elle coûte que 2, bah, ça en fait une carte de side terrible dans des formats 60 cartes. Et bah, si vous voulez un petit peu empêcher vos adversaires d'avoir du fun et être sûr d'être le seul à vous amuser à la table, bah, empêcher vos adversaires de faire toutes les petites choses qu'ils avaient prévues avec leur créature, ça a l'air bien. Et on enchaîne avec la dernière carte de cette sélection pour ces 3 éditions, mais pas des moindres, l'horloge débridée. Ouais. Pour ceux qui se rappellent, au début du Commander... Enfin, au début, non. Quand il y a eu le bloc Theros, on avait une créature qui s'appelait la prêtresse de Crufix, qui s'est vue se faire ban, parce que apparemment c'était fort. Prêtresse de Crufix, et donc, en gros, pour ceux qui savent pas, ça te permettait de tout jouer en flash, et surtout ça dégageait tes permanents. Il y a une créature qui permet de faire ça aussi, qui s'appelle Musnée des Graines, qui est forte, mais c'est une créature, donc c'est un peu fragile. Horloge débridée, c'est la même chose, mais que pour les artefacts. Donc pour les jeux qui sont basés autour des artefacts, c'est vraiment très très fort. La carte a regagné un peu de sa superbe, on va dire, avec notamment l'année dernière, avec les decks Kamigawa, basés autour des véhicules. Voilà, la carte est bien. Je la trouve juste bien. Elle est pas horriblement pétée, mais elle est juste bien. Non, puis après, vous pouvez commencer à imaginer des petits scénarios avec à base d'horloge débridée, mire scintillant, des cailloux à mana, des mains de piocher, et ça commence à... C'est ça en fait l'intérêt des artefacts, c'est que souvent ils fonctionnent très bien ensemble et vous assemblez un espèce de petit puzzle et vous faites votre puzzle de votre coin, et dès que vous arrivez à assembler la dernière pièce, vous commencez à avoir quelque chose qui est vraiment joli, quoi. Ah, et puis si tu utilises un truc incroyable comme la traîne de mycosynthèse, tu sais, tout vient des artefacts. Ouais, bah alors là... Donc du coup, tu triches. Oui, puis tu mets un petit card en plus de ça, et... Voilà, par exemple. Bon, bah je crois qu'on arrive au bout. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était vraiment intéressant de faire ce retour sur ce bloc qui était super intéressant. Pour moi, il a un peu défini une nouvelle ère d'MTG. Il y a des cartes de cette édition qu'on voit encore un petit peu partout. Ça a quand même pas mal bouleversé le power level. Pour les joueurs un petit peu plus récents, j'ai un peu l'impression que c'était le Eldraine de l'époque. C'est un peu l'édition qui a bousculé pas mal de certitudes qu'on avait sur le jeu. Je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Ouais, que ça, en fait, ça a remis, ça a servi un peu pour créer une norme sur le power level de certaines cartes qu'on a vues après. Il y a beaucoup qui sont dépassées maintenant, mais en même temps, il y a encore beaucoup de cartes qui pourront jamais être démodées, tu vois. Typiquement, enfin, réveiller la bête, ils pourraient faire mieux. Mais s'ils font mieux, c'est que c'est abusé, tu vois. Non, puis encore une fois, il y a beaucoup de cartes qui malheureusement ont dû passer sous silence parce que en multijoueur c'est un peu moins shiny, mais il y a beaucoup de cartes de monnaie qui coûtent. Il y avait tout un cycle de cartes qui coûtent qu'un seul mana Phyrexian coloré, et elles sont toutes très connues. Gutshot par exemple, et puis le bleu qui te permet de voir la main de l'adversaire et piocher une carte. C'est quand même un bloc d'édition qui était quand même vraiment très iconique. Je vous laisse explorer Scryfall de votre côté et voir un petit peu les cartes qu'on a passées sous silence. Mais ouais, c'est vraiment la nouvelle norme du jeu, et ce petit retour nostalgique était vraiment très sympathique, et je suis content de l'avoir partagé avec toi, et ça permet un petit peu d'avoir beaucoup d'espoir pour Phyrexia, pour ce retour. Ouais, moi aussi, et comme dit, vu que moi j'ai pas mal joué, c'est le moment de ma vie où j'ai vraiment commencé à beaucoup jouer, même si c'était qu'en format 60 cartes, c'est vrai que c'était cool de retourner là-dedans. Et c'est vraiment des cartes c'est vraiment un bloc dont je me rappelle très bien de tout. Et c'était trop cool. Et puis il y avait l'infection, donc c'est bien. En tout cas, du coup, nous on va vous dire à la prochaine. Ce sera probablement pour Phyrexia justement, mais les nouveaux.
Ouais. À la prochaine, on a bien préparé le terrain. J'espère que vous êtes prêts pour cette belle fournée de spoilers. À la prochaine. Bisous.